militant associatif depuis plus de 25 ans auprès de l'Association pour adultes et jeunes handicapés. Je représente les usagers, évidemment, en particulier au sein de la conférence régionale de santé de l'autonomie, que j'ai le plaisir d'ailleurs et l'honneur de présider. Et bien sûr, je suis personne qualifiée dans le département de la Drôme, ce qui me vaut le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je voulais en premier lieu vous souhaiter au nom de la délégation régionale de France Asso Santé la bienvenue pour ce webinaire consacré à la personne qualifiée. Un mot d'abord de notre délégation pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Elle est composée de 135 associations d'usagers de santé. Et lorsqu'on parle d'usagers de santé, c'est dans le sens le plus large. C'est-à-dire qu'on parle de personnes en situation de handicap, de personnes atteintes de pathologies chroniques, de pathologies aiguës, personnes âgées, les personnes en situation de précarité, les familles, les consommateurs, enfin donc toutes les représentations des usagers au sein du système de santé. Notre union est en fait la déclinaison régionale de France Asso Santé Nationale, dont la mission est de représenter et porter la voix des usagers du système de santé. Nous avons été historiquement très impliqués dans le champ sanitaire à travers l'animation du réseau des représentants des usagers au sein des établissements de soins, mais également notre délégation régionale a pour particularité depuis toujours a été attentive à ce que les personnes accueillies ou accompagnées par les services ou les établissements sociaux et médico-sociaux disposent elles aussi de relais et d'outils qui permettent l'amélioration de la qualité des accompagnements proposés et le respect de leurs droits. C'est une des spécificités de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a 8 ans, nous avons ainsi initié avec Adrien Delorme, alors je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais s'il est là, je lui fais si, bon, ben voilà, Adrien, je te fais un coucou, hein, parce que si tu te rappelles, hein, il y a quelques années, nous avions pris notre bâton de pèlerin, pas notre bâton de maréchal, mais notre bâton de pèlerin pour faire le tour de la région et effectivement initier une animation de la participation des usagers au sein des conseils de la vie sociale en proposant des formations réunissant les usagers, les proches et les professionnels. Outre donc le déploiement de ces instances de démocratie interne que sont les conseils de la vie sociale, la loi du 2 janvier 2002 prévoit l'installation dans tous les départements de personnes qualifiées chargées d'informer les usagers et leurs proches lorsqu'ils estiment que leurs droits ne sont pas mis en œuvre correctement. Du fait du mutisme des textes sur le fonctionnement de ce dispositif, mais aussi de la concertation complexe, voire difficile, entre les différentes autorités de tutelle. Rappelons que par exemple, la désignation des personnes qualifiées est conjointe entre le directeur général de l'ARS, le président du conseil départemental et le préfet, donc ça ne facilite pas les choses. Donc les personnes qualifiées, effectivement, ont peiné à exister efficacement en France et également dans notre région. Ça n'est qu'avec notre insistance, avec Bernadette de Victor notamment, et donc par l'intermédiaire de la CRSA, lorsque nous avons discuté en 2010 de notre implication dans le cadre du projet régional de santé. Et donc, c'est grâce à cette insistance-là auprès du DG de l'ARS que les premières désignations ont pu être réalisées en 2012. Donc, vous voyez, 10 ans après la loi qui a consacré l'existence des personnes qualifiées. Nous avons poursuivi nos efforts et en 2019, donc très récemment, il y a à peine 1 an et demi, beaucoup moins si on enlève les périodes de confinement, l'ARS a pris la mesure de l'enjeu et a fait le choix d'investir réellement le sujet en confiant à notre délégation la réalisation d'un guide, donc en lien étroit bien entendu avec les services de l'ARS, et puis également donc, la mission d'étoffer et d'animer le réseau des personnes qualifiées. Le webinaire qui nous réunit ce jour est une étape importante dans cette démarche qui nous tient particulièrement à cœur. Il intervient au terme d'un long travail de toute l'équipe qui a mobilisé donc, les élus de la délégation, les salariés, les personnes qualifiées et également les représentants de l'ARS.
Le cadre, nous espérons, est clarifié grâce au guide que nous avons patiemment élaboré et qui vous a été partagé. Il est désormais temps de travailler à la constitution de ce fameux réseau régional de personnes qualifiées qui sont donc formées et soutenues par leurs pairs. Ce webinaire en est la première étape. Il a été pensé pour faire connaître le mandat des personnes qualifiées et informer les candidats sur le cadre d'intervention de ces bénévoles, puisque nous sommes des bénévoles, engagés aux côtés des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Je me réjouis par avance des échanges qui ne manqueront pas de se faire entre nous. Bon webinaire, et je reste avec vous, bien entendu. Merci, Monsieur Brun. Je laisse la parole maintenant à Monsieur Reynaud qui va nous présenter le dispositif personnes qualifiées. Monsieur Reynaud étant le référent régional au niveau de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sur le dispositif personnes qualifiées. Alors, juste peut-être une information, on a un petit souci technique, Monsieur Reynaud, vous l'entendrez uniquement, sa caméra ne fonctionne pas. Alors, bonjour messieurs, dames. Voilà, je suis Monsieur Reynaud, je suis donc, je fais partie de la direction de l'autonomie de l'ARS et je suis chargé de mission et pour le dispositif de personnes qualifiées, je suis le référent régional puisque au niveau de l'ARS, on a exécuté, enfin on a procéder à une organisation par département avec des référents départementaux de l'ARS qui me permettent d'avoir des relais dans chaque département afin de le fonctionnement du dispositif. Pardon. Alors, pour vous présenter le mandat, j'avais fait passer un PowerPoint. Alors, je ne sais pas s'il apparaît, peut-être pas. Normalement, il s'affiche actuellement. Il s'affiche. Oui, il s'affiche. D'accord. OK. C'est bon, il apparaît. C'est bon. Alors, donc, eh bien, écoutez, on va commencer de cette façon. Donc, alors, moi, je dois vous présenter le mandat de la personne qualifiée. Donc, la personne qualifiée est un dispositif qui date de la loi de 2002, qui est en fait, pour nous, ARS, un dispositif qui va permettre, par le droit des usagers, d'améliorer les prestations médico-sociales, puisque ce dispositif va permettre à l'usager de faire part et de faire valoir ses droits et ses besoins en droit en tant qu'usager dans un service ou un établissement médico-social. Voilà. Donc, ça, c'est en préambule. Donc, le mandat peut être exercé par une personne physique bénévole. Hein, donc, là, on peut se reporter donc au PowerPoint. Et ce dispositif est encadré par 3 autorités administratives, à savoir l'ARS, le conseil départemental et le préfet qui a autorité sur la DDCS, qui est la direction départementale de la cohésion sociale. Donc, pourquoi ces 3 acteurs? Parce que le médico-social est structuré avec des compétences, j'allais dire, différentes selon la catégorie des établissements. Prenons un exemple, les EHPAD, qui sont les maisons de retraite actuelles, médicalisées, elles sont sous la compétence de l'ARS et du conseil départemental. Il y a d'autres structures qui sont de la compétence unique du conseil départemental. Dans ce cas, alors, la personne qualifiée se référera, dans ce cas précis, au conseil départemental pour avoir le mandat de sa mission. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est assez complexe. Donc, la personne bénévole doit avoir des connaissances et des compétences dans le secteur médico-social et social.
en tant que ancien acteur ou travailleur social dans l'économie sociale. Bon, donc, on demande quand même quelques compétences et si, j'allais dire, il y a complément à avoir de ces compétences, eh ben, il y aura des formations qui permettront d'élargir un peu et d'enrichir la personne qualifiée pour obtenir ces connaissances. Alors, comment devenir une personne qualifiée? Alors donc, eh ben, il y a deux possibilités. Il y a par département, pour équiper ces départements en personnes qualifiées, il peut y avoir un appel à candidature où la personne peut être approchée parce qu'elle est connue pour ses compétences en tant qu'ancien agent ou travailleur social qui a été qui a travaillé dans ce secteur. Donc, pour cela, bon, il y a donc ce recrutement qui est exécuté par les autorités, et puis à l'heure actuelle, et ben donc par l'association santé. Et après, il y a un travail pour la désignation, qui est un travail purement administratif, puisque après avoir recruté ces personnes-là, les autorités vont fixer un arrêté de désignation qui permettront donc à ces personnes qui ont été désignées d'opérer dans leur secteur, c'est-à-dire dans le département et sur leur zone d'intervention médico-sociale. Voilà. Alors, quel est votre statut? Alors, pour préciser les choses, l'ARS a mis en place, plus précisément, et a fixé un statut de collaborateur occasionnel du service public qui donne droit à une couverture assurantielle pour les risques liés à vos déplacements lors de vos missions. De plus, ça vous permet d'obtenir le remboursement des frais de mission. Donc, sur cet aspect-là, c'est très important parce qu'auparavant, eh ben, certaines personnes qualifiées agissaient sans couverture et parfois, j'allais dire, totalement sans remboursement des frais de mission. Voilà. Alors, après, on va passer. Alors, les modalités d'exercice de votre mandat, le point de départ de votre mission. Alors, la demande de saisine. De toute façon, dans tous les cas, c'est l'usager qui doit, normalement, d'après les textes et ses réglementaires, contacter directement la personne qualifiée. Ça veut dire que dans chaque établissement et services médico-sociaux, il doit y avoir la liste des personnes qualifiées affichées qui permet soit, enfin je veux dire, à l'usager ou au représentant légal de contacter la personne qualifiée. À la suite de ça, eh ben, on a concocté un petit formulaire de demande de saisine qui est rempli par l'usager, qui doit être adressé à la personne qualifiée, qui, en fait, j'allais dire, certifie qu'il y a bien une demande de saisine et cette demande est à adresser à l'autorité, soit à l'ARS, soit au conseil départemental, de manière qu'il soit, j'allais dire, mandaté pour exercer cette mission. Voilà. Donc, ça fait partie des procédures administratives internes. Après la mission, eh ben, à partir de là, commence officiellement dès la réception de cette lettre d'intervention, ce qui permet d'intervenir et, bien entendu, ben, de régler éventuellement les litiges ou certains questionnements que l'on peut résoudre ainsi. Alors, à la fin de la mission, ben, on va parler de clôture de la mission. La personne qualifiée établit donc un compte-rendu de son intervention qui sont précisés donc, selon le guide du mandat de la personne qualifiée. Alors, ce document est adressé à l'usager, à l'ARS aussi, et peut-être aussi au conseil départemental ou à la DDCS, selon le cas. Voilà. Donc, à la suite de ça, ben, on peut dire que la mission est définitivement clôturée. Voilà, c'est tout.
Eh bien, je vous remercie de votre attention. Donc, par la suite, je laisse. Merci, Monsieur Reynaud, pour votre présentation du dispositif et du rôle de la personne qualifiée. Peut-être avant les questions qu'il pourrait avoir, je laisse la parole à Marie-Catherine Tim, puis à Monsieur Fontana. Ce sont deux personnes qui sont personnes qualifiées sur deux départements différents, qui ont des expériences différentes et qui vont pouvoir illustrer ce mandat. Madame Tim, je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour, je suis Marie-Catherine Tim, je suis secrétaire générale de France Asso Santé. Je suis membre suppléante de la CRSA et titulaire du Conseil territorial de santé et bien d'autres missions dans le champ de la santé. Je suis personne qualifiée sur la Drôme depuis 2014. Donc, c'est vrai que les missions sont extrêmement variées. Moi, j'ai pu être appelée par... alors, le formulaire de saisie n'existait pas encore, par une maman dont l'enfant a été placé dans un établissement pour enfants qui m'interpellait parce qu'elle n'avait pas suffisamment d'informations et que les visites hebdomadaires à son enfant n'étaient pas forcément établies. Ça peut être aussi des parents qui m'interpellent pour leur fille qui est en ESAT et qui a eu un accident du travail, ne pouvait pas reprendre le travail, il a eu un très très long congé et n'a pu et s'inquiétait du fait qu'elle n'avait plus de revenus et posait des questions. Donc il convenait d'interroger l'établissement, la structure gestionnaire de cet ESAT pour savoir ce qu'il en était, revenir vers la famille. Donc il y a eu beaucoup d'allers-retours avant d'avoir les éléments nécessaires pour répondre à cette famille. Mais ça peut être aussi des personnes à domicile qui sont accompagnées par un service d'aide à domicile et qui sont mécontentes ou qui estiment que leurs droits, leur intégrité, la confidentialité des données ne sont pas respectés et interrogent sur ce qu'ils peuvent déclencher pour pouvoir comment intervenir auprès de ce service d'aide à domicile pour régler la situation avec certains des intervenants. C'est extrêmement varié en termes, c'était aussi les résidences autonomie, notamment pendant le confinement où les familles étaient inquiètes que les dispositifs d'aide autour de leurs parents qui étaient dans cette résidence autonomie avaient été supprimés, ce qui mettait le résident en grande difficulté. Voilà des exemples d'interventions pour lesquelles on a pu être interpellé. Très bien. Merci Madame Tim. Donc là, ce sont des exemples plus dans le champ de la personne en situation de handicap. Monsieur Fontana, avez-vous une autre expérience? Je vous laisse prendre la parole. Votre micro est coupé. Bonsoir, merci Madame Malky, bonsoir tout le monde. Donc Jean-Roland Fontana, je suis en Haute-Savoie.
à Annecy. De métier, j'étais inspecteur des affaires sanitaires et sociales, enfin une partie de ma vie professionnelle. Et donc, à l'issue, lorsque je suis parti en retraite, en fait, j'étais engagé déjà une association de personnes handicapées que je préside actuellement sur le département de la Haute-Savoie. Et je suis aussi administrateur médico-social, bien entendu. Alors, j'ai été désigné par les 3 autorités en 2013 et j'ai commencé effectivement mes fonctions en 2014. J'ai comptabilisé, hein, en fait, je suis intervenu très peu, je trouve, puisque vous voyez, depuis 2014, une quinzaine de fois au maximum. Et assez souvent, j'ai été interpellé alors que je ne pouvais pas, y compris légalement, intervenir. Alors je m'exprime. J'ai notamment été interpellé à plusieurs reprises par des situations de protection de l'enfance où en fait les parents remettaient en cause les décisions des magistrats ou du service de l'aide sociale à l'enfance. S'agissant des magistrats, la remise en cause des décisions, c'est uniquement la voie de l'appel. Et s'agissant des services de l'aide sociale à l'enfance, la remise en cause des décisions, c'est le défenseur des droits. Et donc, effectivement, on ne peut légalement pas intervenir sur ces situations-là. Alors, quelques situations de protection de l'enfance, néanmoins, où je suis intervenu parce qu'effectivement, ça me paraissait tout à fait fondé. Et donc, j'ai notamment en tête un père qui m'appelle et puis qui me dit très clairement que ses enfants fuguent de l'établissement où ils sont, qui sont irrespectueux à l'égard effectivement des professionnels, c'est vrai, mais il me dit, mais voilà, l'un des professionnels a eu une altercation très sévère avec un de mes enfants, l'a insulté aussi à son tour, l'a traité enfin un peu de tous les noms, et j'estime qu'effectivement, c'est tout à fait inapproprié. Alors, dans ce type de situation, ce que je fais en général, je prends contact avec le chef d'établissement plutôt qu'avec l'association gestionnaire. Hein. Donc, je prends contact avec le chef d'établissement et très souvent, je suis reçu par le chef d'établissement. Alors, parfois, je suis aussi reçu par le chef d'établissement et un représentant de l'organisme gestionnaire, hein, de l'association, de la fondation ou autre. Là, en l'occurrence, c'était le chef d'établissement. Et les choses ont été, j'ai envie de dire, relativement faciles, puisque le chef d'établissement, lui, n'a pas nié le comportement de l'éducateur. Et déjà au sein de l'établissement, des sanctions avaient été prises, et notamment l'éloignement de cet éducateur. Donc, je m'en suis entretenu ensuite avec le papa, hein, qui m'avait interpellé. Et en général, donc, je conclus en faisant un compte-rendu écrit à l'autorité compétente. Donc là, en l'occurrence, c'était le président du conseil départemental, la direction de la protection de l'enfance, et je fais un compte-rendu écrit. Mais assez souvent, je rappelle aussi l'établissement, le chef d'établissement, pour lui dire oralement quelle conclusion j'ai amené à l'affaire. Voilà un exemple très concret hein, de situation de protection de l'enfance. Peut-être un autre exemple, Madame Malky? Donc, dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, donc là, en fait, il s'agit d'une dame qui est d'origine étrangère, qui bénéficie d'un studio. Alors, l'établissement CHRS a plusieurs localisations hein, sur la ville où il est installé, pas uniquement un seul bâtiment. Et donc, dans le studio qu'habite cette dame, en fait, elle a fait venir de son pays d'origine des enfants et un conjoint. Et donc, dans le studio, ils se sont retrouvés à 5 personnes en surpopulation. Et la dame, donc, m'interpelle pour que, c'est clairement, que je fasse pression auprès du CHRS, d'une part, pour obtenir un logement adéquat, et d'autre part,
pour obtenir une régularisation de sa situation sur le territoire national. Donc, on voit que ça dépassait complètement, j'ai envie de dire, une question de droit de la personne. Ces droits n'étaient pas du tout mis en cause, hein. Donc, j'ai néanmoins rencontré la direction du centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour avoir une bonne interprétation de ce qui se passait. Il se trouve que là, en l'occurrence, le président de l'association et un autre membre du bureau étaient présents, m'ont aussi fait part de leur point de vue, et j'ai estimé qu'on n'était pas du tout dans une situation de mise en cause des droits de la personne, mais la personne elle-même s'était mise dans une situation qui était un petit peu irrégulière, hein. Alors, en fait, les choses ont traîné et j'ai su que la personne d'elle-même avait mis fin à son implantation dans le studio et avait trouvé une autre solution par elle-même. Mais effectivement, là aussi, donc j'ai écrit à cette dame, donc au CHRS, hein, la lettre ne m'est pas revenue, donc elle lui a bien été remise, pour lui dire que j'estimais que, enfin je me suis expliqué, j'estimais que ses droits n'avaient pas été remis en cause, et j'ai fait un courrier aussi à la direction départementale de la cohésion sociale pour exprimer ce que j'avais pensé de cette situation. Voilà. Alors, juste un petit point par rapport, je comprends très bien hein, ce qu'a expliqué Monsieur Reynaud, mais les conseils départementaux, enfin, en tout cas pour la Haute-Savoie, et la direction de la cohésion sociale ne remplissent absolument pas, ne font pas remplir de fiches hein, par le demandeur, et il n'y a pas de lettre de mission. Voilà. Merci, Monsieur Fontana, pour ces 2 exemples très riches. Donc, vous voyez que... Allez-y. Vous voyez que la personne qualifiée voilà, peut intervenir dans ces différents champs. Peut-être juste un petit mot. Là, c'est vrai que notre partenariat avec l'ARS, donc c'est principalement lorsque la personne qualifiée intervient dans des établissements dont la tutelle est l'ARS. Donc le protocole que a présenté M. Reynaud est uniquement valable lorsqu'on intervient pour un usager qui est dans un établissement rattaché à l'Agence régionale de santé. Pour vous présenter ce que l'association, nous, on fait, l'idée, c'est qu'on accompagne et on soutient les personnes qualifiées qui sont sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Monsieur Brun vous a parlé du guide pratique exercer un mandat de personne qualifiée. Ce guide est une base qui permet de clarifier le mandat, son cadre légal, son cadre d'intervention. Je vous l'avais diffusé, mais je pourrais le rediffuser à nouveau. Au-delà de ça, on fait cet appel à candidature au sein des associations adhérentes de l'association, mais aussi des représentants des usagers. Et puis par la suite, on accompagne les personnes qualifiées sur 2 champs. La première, c'est la formation, donc une formation qui dure 1 journée, qui à la fois reprend les droits en santé, le dispositif personnes qualifiées, et puis il y a un travail sur la posture, sur cette posture de personnes qualifiées qui est à la fois à l'écoute et qui accompagne l'usager dans sa demande. Et enfin, on propose des groupes d'échange. Ce sont des groupes entre personnes qualifiées de la région où chacun va partager, une personne va présenter peut-être une situation plus délicate pour elle et les autres personnes qualifiées vont pouvoir partager des idées, des conseils, des échanges de bonnes pratiques. Voilà pour la présentation du mandat de personnes qualifiées. Je vous propose dans ce second temps d'échanger et vous pouvez poser vos questions. Alors, pour ce faire, peut-être plusieurs choses. Une première chose, cet webinaire est enregistré. Si vous ne souhaitez pas y apparaître, vous pouvez éteindre votre caméra. Ce choix s'est fait pour pouvoir permettre aux autres personnes qui n'ont pas pu participer d'y participer. Pour les questions à la fois sur le chat, sur la conversation, à la fois en levant la main, je prends un ensemble de questions et ensuite, quand on a fait le tour, on redonnera la parole à nos intervenants. Alors, je vois que Monsieur Clary, vous avez une question. Je vous donne la main. Allez-y. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour ces témoignages. J'avais une question toute simple. Quelle est la relation des personnes qualifiées avec les responsables usagers des établissements? Très bien. Je vois que dans le chat, il y a une question sur la formation et donc sa durée.
Madame Duplantier, allez-y. Oui, moi, bon, je connais un petit peu la personne qualifiée puisque, comme je disais à Christian, c'est une des premières réunions qu'on avait eues ensemble à Priva et il nous avait expliqué ce qu'était une personne qualifiée. Et c'est vrai, moi j'ai peur de ne pas avoir assez de compétences pour agir envers, comment dire, avec quelqu'un, sachant qu'on est bien représentant des usagers, qu'on fait comment dire, ça y est, j'ai mangé mon mot. Ouais, il m'arrive de manquer de mots pour pouvoir parler. Mais c'est vrai que, et comment la formation sera-t-elle faite? Comment, c'est toutes des choses qui me posent question. Voilà. Très bien. Donc, sur les compétences de base et savoir si la formation permettra d'enrichir ses compétences ou ses connaissances du secteur médico-social. Exact. Madame Auger, allez-y. Oui, bonsoir. J'ai plusieurs questions. Je me demande si, à partir du moment où on est personne qualifiée, on est enregistré, en tout cas repéré en fonction de nos domaines de compétences ou d'un public. Par exemple, moi, je serais bien en peine de soutenir ou en tout cas d'écouter un souci dans le cadre de l'enfance. C'est pas mon domaine. Qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas répondre? Est-ce qu'il y a un contact, un référent? Enfin voilà. Et est-ce qu'il est possible de se destituer si jamais on pense ne pas être neutre? Voilà. Si on est, par exemple, interpellé, je travaille dans le médico-social, par exemple, si je suis interpellée en tant que personne qualifiée pour un souci avec un de mes partenaires, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut se destituer? Très bien, merci. Madame Comte. Oui, ayant une expérience de médiateur, je ne comprends pas bien, enfin j'aurais besoin de précision sur la médiation et cette fonction de personne qualifiée. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois donc trois types de questions. La question des compétences. Alors, à la fois les compétences nécessaires au départ pour candidater au mandat de personne qualifiée. Et ensuite, peut-être la question du conflit d'intérêts. En tout cas, à la fois, les deux questions, à la fois d'être plus compétente dans un domaine et donc de pouvoir répondre aux usagers dans ce domaine parce qu'on le connaît, et à la fois la question d'un conflit d'intérêts si on est bien impliqué professionnellement ou en tant que militant associatif dans tel secteur. Peut-être sur la question des compétences de base nécessaires, Monsieur Reynaud, est-ce que vous pouvez dire un élément? Oui. Eh bien, ce que je peux répondre à cette personne, c'est simplement qu'il est vrai qu'il est souhaitable, j'allais dire, que, comme il est dit d'après les textes, que la personne ait des connaissances et des compétences en matière de législation ou je ne sais pas comment vous dire, mais en termes de médico-social, il est préférable que la personne ait quand même de bonnes connaissances du domaine médico-social, tant peut-être réglementaire, et puis en plus, il y a non seulement ça, en ce qui concerne le droit des usagers, parce que en fait, il est bien spécifié que les cas où la personne qualifiée peut intervenir, c'est en fait vraiment comment dire, faire valoir les droits de l'usager. Donc, il est vrai que peut-être une formation ouvrirait les portes de ces connaissances aux personnes qui le souhaitent. Alors, merci. Peut-être aussi pour compléter, c'est vrai que donc l'idée c'est quand même d'avoir une connaissance
du secteur médico-social. Après, si nous, à France Asso Santé, on a fait un appel à candidature à l'ensemble des représentants d'usagers et des associations adhérentes de l'association, c'est qu'on estime que de fait de votre implication dans la démocratie sanitaire, de fait de votre expérience en tant que représentant d'usagers, vous avez déjà des bases solides en ce qui concerne les droits en santé, et puis aussi une expérience dans cette posture particulière qui est celle de l'écoute et le soutien d'un usager en santé. C'est pour ça aussi qu'en deuxième partie, nous, on propose une formation. Donc, c'est une formation qui accompagne la personne qualifiée, dans le sens où elle revoit les bases sur les droits en santé, le cadre législatif, les différents établissements médico-sociaux et à quel établissement médico-social, quelle tutelle, l'ARS, le conseil départemental, la préfecture. Voilà, on revoit un peu tout ce maillage de cette organisation du secteur médico-social. Et puis, on revoit aussi cette question de la posture, et d'où la question de la médiation. C'est vrai qu'au départ, la personne qualifiée n'a pas un rôle de médiateur dans les textes. Est-ce que, Madame Tim, sur cette question de médiation, vous auriez un élément à nous apporter? On est parfois un peu sur le fil du rasoir, mais très clairement, on est aux côtés de l'usager ou du résident des services et établissements médico-sociaux. On est dans l'écoute, une écoute bienveillante. Et sur les griefs qui sont faits, on peut aussi interroger l'établissement ou la structure contre laquelle l'usager expose des griefs. Mais on ne prend pas parti. Donc on n'est pas vraiment dans la médiation, c'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'au bout du concept de la médiation. Et Madame Tim, et après Monsieur Fontana, je vous ferai réagir. Madame Tim, sur la question d'intervenir dans un champ de compétences où on a des connaissances, où on est à l'aise, qu'est-ce que vous pourriez dire ou conseiller, vous de votre expérience, par exemple? Alors, c'est vrai que moi, je suis d'une association du médico-social, mais comme je suis aussi sur la commission d'appel à projet de l'enfance sur le département, et que l'enfance, je connais, mais en tant qu'enseignante, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai côtoyé aussi dans mon expérience d'enseignante. Voilà, jusqu'à présent, je ne me suis pas trouvée en difficulté face aux cas qui se sont présentés. Et, la connaissance du système, oui, c'est intéressant, voilà, parce que c'est pas la même chose quand on est interpellé sur une situation pour une famille dont l'enfant est placé à l'ASE, par exemple, ou une masse, une maison d'accueil spécialisée, c'est un peu différent. Il faut un peu connaître les fonctionnements, quelles sont les structures de tutelle de ces différents établissements. Mais sorti de là, on est voilà, on trouve toujours si on se pose des questions, on va toujours pouvoir trouver des réponses. Peut-être, voilà, 2 éléments. Je sais que Madame Tim, vous intervenez principalement dans ces 2 champs, donc le champ de la personne en situation de handicap et la protection de l'enfance. Et puis, au sein d'un département, il y a plusieurs personnes qualifiées. Monsieur Fontana, par rapport à cette question de conflit d'intérêts qu'on pourrait avoir lorsqu'on intervient en tant que personne qualifiée, je vous laisse. Oui, effectivement, il peut y avoir conflit d'intérêts. Moi, c'est le cas. Donc, j'ai indiqué aux autorités que je n'interviendrai que dans les champs de la protection de l'enfance et de la lutte contre les exclusions, parce que le domaine des personnes âgées, je le connais plutôt mal, et surtout le domaine du handicap,
je préside moi-même une association de personnes handicapées. Et donc, je connais quand même pas mal d'autres associations de personnes handicapées sur le département ou de chefs d'établissement. Et ça pourrait être mal vu, ce que je concevrais parfaitement par les collègues des autres associations ou les chefs d'établissement que j'intervienne en tant que personne qualifiée dans leur établissement. Donc là-dessus, ça me paraît être quelque chose de... Enfin, j'ai indiqué aux autorités que je n'interviendrai plus dans le champ du handicap. Hein, et ça a été très bien reçu. Alors c'est vrai que j'avais regardé les textes de très près, il n'y a pas de règle d'incompatibilité, mais ça c'est d'un point de vue éthique et personnel qu'on place effectivement soi-même une règle d'incompatibilité. Voilà, c'est comme ça que j'ai réagi. Je voulais juste préciser que l'association dont je suis issue n'est pas gestionnaire sur le territoire de la Drôme où j'interviens. Si elle l'était, je n'interviendrais pas sur l'appel d'un usager ou d'un résident d'un établissement de mon association. Mais sinon, c'est évident. Voilà, chaque personne qualifiée s'engage, et c'est le cas dans le formulaire de candidature, vous certifiez avoir une bonne connaissance et aussi ne pas avoir de conflit d'intérêt dans l'exercice de ce mandat. Monsieur Brun, sur ces deux questions, les connaissances et compétences à avoir pour devenir personne qualifiée et sur cette position entre écoute et médiation. Alors bon, déjà, clairement, par rapport à la médiation, clairement, la personne qualifiée n'est pas un médiateur. Un médiateur, il est là pour trouver une solution intermédiaire qui convient aux deux parties. La personne qualifiée, elle est simplement là pour dire, enfin simplement, abus de langage, mais elle est là pour dire si le droit est respecté ou si le droit n'est pas respecté. Le droit, il ne se partage pas. Il est respecté ou il n'est pas respecté. Alors bon, ça c'est, comment dirais-je, c'est la théorie. C'est vrai qu'en pratique, quelquefois, comme l'a dit Marie-Catherine, quelquefois on est sur, voilà, il n'est pas entièrement respecté ou il est un petit peu respecté. Enfin voilà. Mais en tout cas, je veux dire, c'est clairement pas une fonction de médiation. Et c'est vrai qu'en 2012, vous vous rappelez les combats que nous avons menés contre l'Agence régionale de santé à l'époque, qui effectivement voulait faire de nous des médiateurs. On n'est pas des médiateurs, on est vraiment des personnes qui sont là pour dire le droit. Concernant le domaine de compétences, vous savez, en fait, bon, le secteur social et médico-social, c'est pas bien compliqué. Hein. Je veux dire, il y a 7 droits fondamentaux. Donc, il n'y a pas 50 000 pages de textes réglementaires qui permettent de vérifier si les droits fondamentaux sont mis en application ou pas. Après, effectivement, il faut quand même avoir une connaissance du secteur parce que ces droits fondamentaux, il faut qu'ils soient appliqués, ils sont appliqués d'une certaine manière. Donc, il faut vraiment vérifier cela. Ceci étant, je comprends tout à fait que l'on ne puisse pas se sentir à l'aise dans tel ou tel secteur, hein, même si les droits sont les mêmes. Hein, je veux dire, je répète, les 7 droits fondamentaux sont identiques pour tout le secteur. Hein, donc, que ce soit le secteur social, le secteur de l'enfance, le secteur du handicap ou le secteur des personnes âgées. Ceci étant, c'est l'application qui peut être différente en fonction des personnes à qui ils s'adressent. Mais en tout cas, les droits sont les mêmes. Après, comme je vous disais, je peux comprendre qu'on puisse se sentir plus ou moins à l'aise dans tel ou tel secteur. Et en fait, c'est ce que l'on fait entre nous. Hein. Bon, Marie-Catherine, on est tous les deux dans la Drôme, elle pourra en témoigner. Lorsque par exemple, l'un de nous, on reçoit une saisine directe, et là j'insiste pour rappeler que la saisine, elle peut être directe, et que le fait que l'ARS suggère de passer par l'intermédiaire de l'ARS, c'est un abus de pouvoir qui a été signalé et sur lequel on ne va pas y revenir. Donc la saisine directe, effectivement, lorsqu'on ne se sent pas compétent ou lorsqu'on soupçonne, pas un soupçonne, mais lorsqu'on se pose la question d'un éventuel conflit d'intérêts, on ne s'interroge pas 50 heures. Hein. On appelle le collègue qui est personne qualifiée dans le même département, puisqu'il faut quand même rappeler aussi que c'est vraiment comment dirais-je, une mission départementale, c'est-à-dire qu'on est désigné pour être personne qualifiée dans un département et on ne peut pas intervenir dans le département à côté. Hein. Donc, il faut vraiment être très clair à ce sujet. Et donc, effectivement, on alerte le collègue parce qu'on se connaît et puis c'est le collègue qui prend le relais. Donc, je crois qu'il ne faut pas, comment dirais-je, renoncer à exercer le mandat de personne qualifiée si on a peur de ne pas être compétent dans tout le champ.
Je veux dire, moi, par exemple, le champ du handicap, je me sens particulièrement à l'aise. Le champ de la personne âgée, je me sens particulièrement à l'aise parce qu'effectivement, ça ressemble au champ du handicap. En tout cas, le type d'établissement est tout à fait ressemblant. Par contre, c'est vrai que le champ de la petite enfance et du social, je ne me sens pas forcément à l'aise. Donc, dans ces cas-là, si le sujet me paraît complexe, je le dis, je transfère à un autre copain, à un autre camarade. Voilà, donc je crois que c'est pas bien compliqué. Alors je voudrais aussi répondre à une question, je crois que c'est la première question qui a été posée, en tout cas c'est la première que j'ai retenue. C'était quelle est la relation avec les représentants des usagers au sein des établissements? C'est très simple, il n'y a pas de représentants des usagers au sein des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, hein. Puisqu'en fait il y a des conseils de la vie sociale, c'est autre chose. Mais il n'y a pas de représentant des usagers au sens où on l'entend dans le domaine sanitaire. Donc, quelles sont les relations? C'est simple, il n'y en a aucune, puisqu'il n'y en a pas, de toute façon. Donc voilà, c'est très simple. Alors, il peut y avoir dans certains établissements, notamment les EHPAD, qui sont par exemple adossés à des établissements publics hospitaliers, il peut y avoir des représentants des usagers, mais il faut être très clair, les représentants des usagers ne siègent qu'à la CDU, au conseil de surveillance de l'hôpital. Ils n'ont aucune compétence réglementaire dans le cadre de l'EHPAD. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas forcément des liens, mais on peut en avoir, mais il n'y a pas forcément un lien. Voilà. Myriam, si vous permettez, je voudrais juste préciser quelque chose. Je reviens sur la médiation. Une des missions, me semble-t-il, de la personne qualifiée, c'est d'essayer de résoudre les difficultés relationnelles qui peuvent exister entre un résident et la direction de l'établissement ou une personne de l'établissement. Donc, ce n'est pas de la médiation, mais notre rôle, c'est d'interroger la direction de l'établissement ou le personnel pour avoir des réponses, puisque le résident n'obtient pas ces réponses. Alors, ça n'est pas de la médiation, c'est simplement l'information n'est pas donnée. Notre rôle, c'est d'aller la chercher auprès de l'établissement pour la retransmettre aux résidents. Parce que la communication est coupée entre le résident et l'établissement. La personne qualifiée est quand même un tiers dans cette relation, voilà, entre le résident et l'établissement. Bon, Monsieur Brun, pas complètement. Non, il n'est pas un tiers. Je veux dire, la réglementation est très précise à ce sujet. Elle est peu précise pour les personnes qualifiées, mais elle est très précise sur ce sujet. La personne qualifiée intervient à la demande de l'usager. Donc, la personne qualifiée, elle est clairement là pour accompagner l'usager dans la vérification que ses droits sont mis en œuvre. Et là aussi, à une époque, c'est un biais qu'ont essayé de nous faire prendre nos collègues, entre guillemets, gestionnaires d'établissements, qui souhaitaient nous saisir. Non, le texte est très clair à ce sujet. On ne peut être que saisi par un usager ou par son représentant légal. Donc, on est clairement du côté de l'usager, donc ce qui rajoute au fait qu'on n'est pas des médiateurs du tout, hein. Et comme l'a dit Marie-Catherine, on est là effectivement pour trouver des solutions, mais pas dans le cadre d'une médiation. On n'est pas là pour faire 50-50, hein. On est là pour faire appliquer le droit. Je vois une question par rapport au nombre de personnes qualifiées sur la région et par département. Monsieur Reynaud, est-ce que vous voulez y répondre? Oui, le nombre, c'est-à-dire, est-ce que la personne veut savoir précisément? Savoir s'il y a un nombre défini de personnes qualifiées par département qui sont nommées. Il y a quand même un plafond à respecter, c'est-à-dire que si je prends l'exemple du Puy-de-Dôme qui récemment a trouvé des personnes qualifiées, et donc on désigne ici, je crois qu'elles sont au nombre de 6. De 6, ça permet quand même d'apporter une réponse adéquate à l'usager, c'est-à-dire que si l'usager, j'allais dire, est accompagné par un service spécifique, eh bien, on va trouver la réponse spécifique en fonction du nombre de personnes qualifiées. Alors, par ailleurs,
pour l'instant. Il faut bien prendre en compte que 6, c'est quand même peut-être un maximum, parce que ça permet de quantifier ces personnes par spécialité. Par ailleurs, faut tenir compte aussi de l'activité qui est annuelle et qui, pour l'instant, bon, répond à des demandes, mais c'est pas, j'allais dire, un volume très important. Ça, en espérant que, j'allais dire, ce volume va progresser, enfin non pas pour, je souhaite qu'il y ait de plus en plus de problèmes dans le secteur médico-social, mais qu'il apporte des réponses et qui rassure l'assuré dans son accompagnement. Voilà. Donc, on peut aussi organiser le département par secteur territorial. Je vois sur l'Allier, ils avaient 3 personnes qualifiées. Une qui était sur le secteur de Montluçon, une autre sur Moulins et une autre sur Vichy, ce qui permet quand même une intervention des plus aisées et faciliter aussi la tâche des personnes qualifiées pour intervenir de manière pratique. Voilà. Bon. Moi je n'instaure pas une théorie, un nombre, mais bon, faut rester dans le raisonnable, hein, bien entendu, et avoir une offre de service adéquate. Voilà. Merci. Peut-être que ce que vous soulignez, c'est qu'à la fois, il n'y a pas un nombre défini de personnes qualifiées par département, mais l'idée, c'est quand même d'être voilà, assez nombreux, 4-6, à la fois pour se répartir le champ de compétences, parfois par bassin, selon la zone géographique dans le département où se trouve la personne qualifiée. Après, il est vrai que les personnes qualifiées qui sont nommées actuellement, ça fait parfois 10 ans qu'elles le sont, donc certaines souhaitent passer le relais. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait cet appel à candidature. Et puis aussi, c'est un dispositif qui doit être mieux connu par les usagers et qui est pour l'instant peu saisi par les usagers. Donc être personne qualifiée, avoir des personnes qualifiées, ça permet aussi de répondre aux demandes des usagers. Et il y a encore des départements où il n'y a pas de personnes qualifiées, notamment le Rhône, qui est quand même un des départements les plus importants au niveau de nombre de personnes, au niveau du nombre d'établissements médico-sociaux. Donc c'est d'autant plus pour ça qu'on fait cet appel à candidature aujourd'hui. Je vois qu'il y avait de nouvelles mains levées. Madame Fabry, vous vouliez poser une question. Madame Comte, est-ce que votre question était répondue? Oui, moi, c'est bon, j'ai la réponse très claire à ma question. Madame Fabry, allez-y. Oui, je voulais dire, si on intervient, par exemple, moi, je pourrais intervenir que dans le secteur gérontologique, parce que les enfants et les handicapés, je ne connais pas grand-chose et je serais plutôt maladroite qu'autre chose. On ne participe pas du tout au conseil de vie sociale puisqu'on est pour tout un département. Donc, en fait, on n'a aucun rapport avec qui que ce soit, sauf pour regarder si les droits sont bien appliqués. C'est rude quand même, hein, c'est pas très passionnant ça. Hein? Monsieur Brun, allez-y, après Monsieur Reynaud peut-être. Si, c'est passionnant. Alors après, je comprends la problématique. On avait demandé, mais là ça avait été dans le cadre du premier PRS, donc on avait demandé en 2010 à ce qu'il y ait la création justement de CVS départementaux et que ces CVS départementaux invitent les personnes qualifiées lors de leur rencontre. Alors, l'ARS avait été assez favorable à notre proposition, sauf que il fallait que ça soit également validé par l'intermédiaire des conseils départementaux, hein, puisque vous avez compris que le secteur social et médico-social, en fait, il dépend de plusieurs autorités de tarification et de contrôle, et qu'au niveau des départements, ça s'était moins bien passé, puisqu'ils n'avaient pas été favorables finalement à la création de ces CVS. Bon, je prends un exemple dans la Drôme, on y était arrivé avec mon copain Michel Bell à l'époque. On était arrivé à faire en sorte que le conseil départemental accepte. Mais ça, ils avaient accepté dans l'après-midi et le soir, il y avait des visiteurs du soir
des gestionnaires d'établissements médico-sociaux qui étaient intervenus directement auprès du président du conseil départemental pour lui dire ah non, surtout pas. Voilà. Donc, donc effectivement, je comprends. Et ça a été demandé, mais ça, bon, on n'y est pas arrivé. Mais ça, effectivement, c'est une bonne. Ça serait tout à fait bien. Après, de dire on est seul, non, on n'est pas seul, parce que très sincèrement et très honnêtement, les personnes qualifiées, elles ne sont pas hors sol. Hein. Généralement, elles font partie d'associations. Enfin, nous, c'est ce qu'on souhaite. Hein. Puisque vous avez compris que les personnes qualifiées, il peut y avoir des anciens représentants des autorités de contrôle, des autorités de tarification, des anciens gestionnaires, pourquoi pas. Mais nous, quand on parle donc, du côté de France Asso Santé, effectivement, ce qui nous importe, c'est que ce soit associatif. Et donc, on n'est pas hors sol. Je veux dire, bon, ben, vous avez entendu, M. Fontana, il est membre d'association, Marie-Catherine, elle est membre d'association, moi, je suis membre d'association, donc voilà, on n'est pas tout seul. Mais n'empêche que, voilà, je comprends tout à fait le problème, mais on a essayé, mais on n'y est pas arrivé. D'accord. Non, je disais juste, ça ne doit pas être passionnant. Mais moi, j'ai fait du droit, c'est pas le problème, je peux regarder tout ça. Si, c'est pas, ben vous pensez que c'est pas passionnant de pouvoir faire valoir les droits des personnes? Si, mais c'est un peu hors sol, ça. C'est un peu hors sol. Après tout, il suffit d'aller regarder un peu dans les textes, d'être gentil. Ah non, c'est pas aussi simple que ça, parce que le problème, alors ça, je pense que c'est votre culture sanitaire, peut-être. C'est vrai que la culture sanitaire, je veux dire, c'est plus facile. Et puis c'est vrai que lorsqu'on est dans un hôpital, on y reste quelques jours. Là, pour le coup, lorsqu'on parle de personnes qui ont des droits dans les EHPAD, enfin dans le secteur des personnes âgées ou dans le secteur des personnes en situation de handicap, ils y restent toute leur vie. Enfin, certains y restent toute leur vie. Et puis, ils sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, vous voyez, ça ouvre le champ ça ouvre le champ justement des droits, parce que tout ce qui concerne l'hébergement, les loisirs, les activités, etc., finalement, n'ont qu'une importance très relative au niveau du sanitaire. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est une importance très relative. Parce que si on mange mal à l'hôpital, finalement, ce n'est pas très, très grave quand même. Par contre, si on mange mal dans un établissement dans lequel on passe sa vie, là, pour le coup, c'est très grave. Donc, voilà, moi, que ce soit compliqué, oui. Que ce soit un peu un exercice solitaire, oui. C'est vrai, sauf que bon, on a quand même les collègues qui sont avec nous, mais n'empêche que quand on se déplace, je crois que j'ai entendu aussi une question, non, il n'y a pas de titulaire et suppléant, quand on se déplace, on y va en notre nom, mais rien n'empêche, je veux dire, il n'y a rien qui empêche dans les textes qu'on puisse éventuellement y aller à plusieurs, et en tout cas, ce que l'on fait très, très couramment, c'est que lorsqu'on se pose une question, on s'appelle, hein, donc voilà. Alors c'est vrai que c'est un exercice solitaire certainement, mais en tout cas, c'est un exercice passionnant. Monsieur Fontana, est-ce que vous voulez réagir? Oui, je voulais juste réagir en disant qu'il y a quand même dans le travail de la mission de personnes qualifiées, il y a un petit peu d'équation personnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, j'entendais madame qui disait à l'instant, ouais, faire appliquer le droit, bon, bref, c'est pas très. Mais moi, je trouve ça plutôt. L'expérience que j'en ai retirée, c'est que c'est quelque chose de chouette et de formidable, que effectivement, d'avoir en face de nous des personnes qui parfois ont vraiment de grandes difficultés à appréhender le minimum de leurs droits. Et je trouve que si on y va quand même avec une forme de bienveillance et d'empathie et une connaissance, effectivement, alors là, il y a une rigueur à avoir et je me retrouve dans les propos de M. Christian Brun. Hein, on va dire, on est là par rapport aux droits des personnes. Hein, et donc, effectivement, il faut pouvoir effectivement leur permettre de recouvrer ces droits lorsqu'ils ne sont pas mis en œuvre. Et en même temps, il faut avoir aussi l'aptitude à estimer que la personne va trop loin parfois et qu'il ne s'agit plus du tout de ses droits. Donc voilà, mais moi je le fais, je trouve c'est indispensable de le faire avec une forme de, je le dis bien, d'empathie et de bienveillance pour effectivement aller dans le bon sens, quoi. Voilà. Merci. Est-ce que, Madame Auger, je vous vois lever la main? Vous avez une question? Alors, juste pour, si vous avez levé la main et que vous n'avez plus de questions, si vous pouvez la rabaisser, comme ça je peux savoir si la question est toujours à jour. Madame Auger, je vous laisse prendre la parole. Merci.
C'est parfait, les réponses très claires. Je voulais juste, avant de poser mes questions, dire à Monsieur Brun que si, il existe des représentants des usagers au sein de certains SMS. La preuve, chez moi, il y en a. Il y a un comité. Mais c'est nouveau, hein, mais il y en a maintenant. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas réglementaire. Voilà. J'avais besoin de quelques autres détails. Est-ce qu'à chaque fois qu'on est interpellé, il faut se déplacer tout le temps, ou est-ce qu'il peut y avoir des accompagnements par téléphone, par exemple? Voilà. Qui nomme, enfin, en tout cas, qui valide les candidatures? Et est-ce que, je me dis, et si on n'est pas très sûr d'être vraiment qualifié, mais que le rôle nous intéresse, qui est mon cas, est-ce qu'on peut quand même poser une candidature quitte à être refusée si on n'a pas voilà, toutes les compétences pour jouer ce rôle-là? Et je rebondissais tout à l'heure à ce que M. Brun a dit par rapport à M. Fontana, qui effectivement fait partie d'une association et parmi vous d'autres aussi. Je me posais la question aussi si, par exemple, dans mon cas, si je pose candidature, c'est en mon nom personnel ou sous couvert de mon association, enfin de l'association qui m'emploie. Voilà. Peut-être, je peux vous demander la deuxième question sur qui valide la candidature, et ensuite il y avait une deuxième sous-question. Oui, je voulais savoir qui valide les candidatures, parce que je me dis, même si les réponses sont très claires, je me dis, est-ce que je suis vraiment qualifiée pour jouer ce rôle-là? Donc, je me dis, est-ce que je pose ma candidature quitte à être refusée après? Voilà. Ou si je pose ma candidature et que je suis prise, et alors après, voilà. Même si j'ai bien compris que les personnes qualifiées peuvent se soutiennent les unes les autres, peuvent s'appeler si vraiment il y a des questions, ça c'est très rassurant, mais voilà. Et votre troisième question? C'était la question de se présenter en mon nom propre ou sous couvert de mon association, enfin de l'association qui m'emploie. Voilà. Très bien, merci. Alors, peut-être, je peux répondre sur la question de... Vous n'avez pas besoin d'appartenir à une association pour être personne qualifiée. C'est toute personne bénévole. Elle n'est pas rattachée à une association comme, comme le sont les représentants des usagers. Donc, c'est à votre nom propre. Pour qui valide la candidature, je laisserai Monsieur Reynaud y répondre. Et pour comment on accompagne, est-ce qu'on se déplace ou est-ce qu'un coup de fil en amont suffit? Voilà. Peut-être Madame Tim pour illustrer comment vous accompagnez les usagers. Monsieur Reynaud, pouvez-vous nous présenter un peu comment se passe la candidature? Quels sont peut-être les critères pour valider une candidature? D'accord. Donc, on en revient bien que c'est une personne physique, hein, ce n'est pas un représentant d'association. L'ARS et les trois autres autorités administratives sont quand même garants de l'application de la réglementation. Il ne faut pas l'oublier. Donc, à ce titre, je veux dire, Alors, les candidatures, il y a deux possibilités. Un appel à candidature ou un recrutement direct selon certaines personnes qui sont volontaires et qui sont issues donc de ce domaine-là. Bon, alors pour répondre concrètement, c'est un peu une décision collégiale, c'est-à-dire qui prend en compte, comme on disait, des connaissances et des compétences et qui se décide entre les trois parties. Voilà. Bon, selon certains critères, moi je ne peux pas dire qu'il y a des obstacles à devenir une personne qualifiée. On ne va pas dans ce sens-là parce que en plus, il y a eu des départements où, j'allais dire, on était en totale pénurie. Donc, il s'agit aussi de personnes de bonne volonté et qui veulent s'investir et qui veulent se rendre utiles. Ça, c'est important aussi, d'avoir un esprit de porter un peu plus haut que d'habitude les droits des personnes fragiles. Parce qu'on peut dire que la plupart, c'est des personnes fragiles, soit âgées, soit handicapées. Et c'est un secteur quand même qui doit être privilégié pour faire reconnaître les droits de ces personnes. Ça, c'est très important. Donc, c'est très utile. Pour finir, écoutez, il n'y a pas de, j'allais dire, de sanctions, mais
on garde quand même quelques critères, que la personne soit, j'allais dire, neutre, et qu'elle ait certaines valeurs morales, hein, ça, bien entendu. Hein. Moi, j'ai eu connaissance d'un rejet parce que la personne était impliquée, bon, je ne vais pas aller plus loin, hein, mais elle était impliquée dans un problème de droit, en fait, voilà, de droit commun. Voilà, ça peut arriver. Bon, voilà, je crois que j'espère que j'ai répondu. Donc la prise de décision se fait par territoire, donc avec le représentant régional et les référents territoriaux des ARS selon les besoins, s'il y a déjà des personnes qualifiées ou pas. Et puis c'est vrai que dans le formulaire de candidature, je vous le renverrai, oui, on vous invite à présenter un peu des motivations et en tout cas votre parcours, voilà, pour étayer votre votre souhait de devenir personne qualifiée. Moi, je peux dire que je n'interviens pas dans le recrutement, hein, si ce n'est que faire passer les demandes. Après, c'est au niveau départemental, chaque responsable de service ou d'autonomie qui se réunissent en réunion de travail, si je peux dire, et qui étudie les candidatures. Hein. Là, je peux pas vous en dire plus. Hein, voilà. Et je rebondis uniquement avant de passer au mode d'accompagnement des personnes sur les secteurs géographiques. J'ai une question sur y a-t-il des personnes qualifiées en Ardèche, les besoins de personnes qualifiées sur les secteurs géographiques, donc principalement dans le Rhône, où il n'y a pas de personnes qualifiées. La Loire aussi, un peu, l'Isère. En Ardèche, il y a des personnes qualifiées, mais elles sont qu'au nombre de 3. Donc, pour l'instant, et Monsieur Reynaud, vous me dites, on est dans une phase où on recense à la fois les personnes qui sont mandatées, désignées, et celles qui souhaitent ou non continuer. Elles ont été nommées il y a 10 ans. Beaucoup d'entre elles souhaitent passer le relais. Donc, dans tous les cas, dans la majeure partie des départements, un renouvellement au moins d'une personne qualifiée est souhaité. Je ne me trompe pas, Monsieur Reynaud. Après, ce sera étudié voilà, par territoire, selon l'actualité. Eh ben, on peut pas c'est pas aussi simple que ça, parce que le renouvellement, il ne se fait pas de façon, j'allais dire, enfin, il se fait, mais je veux dire, en fonction de la durée des mandats, qui est de 3 ans. Donc, pour l'instant, vous me parlez de l'Ardèche. Je suis ça de près, on est quand même à 4 ou 5 personnes qualifiées, donc quelques-unes dont vous avez fait part et donc que j'ai transmis. Donc l'Ardèche, ça va s'étoffer. La Drôme, eh ben, je ne les lâche pas. Le Rhône, là, c'est plus complexe. L'Isère, ils sont en cours de renouvellement et j'ai récemment adressé une candidature. Donc, pour l'instant, chaque département n'est pas en phase de renouvellement, hein, compte tenu des différentes dates de désignation qui ont été faites. Donc, ça, c'est un suivi qui doit être fait, que j'effectue. Peut-être pour être précis, on peut peut-être conseiller si des personnes sont intéressées par le mandat de personnes qualifiées, elles peuvent candidater et ensuite de côté de l'ARS au niveau territorial, il y aura un retour sur si oui ou non il y a toujours un besoin. Madame Tim, je vous laisse prendre la parole et si vous pouviez voilà, répondre à cette question de est-ce qu'on se déplace auprès des usagers, allez-y. C'était pour répondre à cette question-là justement de Madame Auger. En fait, chaque cas est totalement particulier. C'est-à-dire une fois que vous avez été interpellé, appelé par un usager ou un résident, vous pouvez prendre contact avec la personne, soit par téléphone. Si c'est compliqué avec cette personne par téléphone, de lui fixer un rendez-vous, soit là où elle réside, soit dans un endroit neutre. Je veux dire, tout est possible, il n'y a pas d'obligation. Alors moi, j'ai juste une limitation, c'est que je suis en fauteuil roulant. Il y a des endroits où je ne peux pas aller. Mais en règle générale, ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Ou en tout cas limité dans ce mandat. Est-ce que la réponse convient?
Madame, oui, c'est bon. Merci. Parfait, merci beaucoup. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Madame Fabry, allez-y. Votre micro est coupé. Votre micro est coupé. On ne vous entend pas. Je disais, c'est un peu idiot comme question et en plus, c'est assez personnel, mais vous pourrez peut-être me répondre. J'habite 2 endroits, mais j'habite vraiment 2 endroits, c'est-à-dire moitié dans l'un, moitié dans l'autre, à peu près toutes les semaines. L'un, c'est dans le Rhône, ben, j'y suis en ce moment, et l'autre, c'est à la limite du Rhône, dans l'Ain. Si jamais je demande à être personne qualifiée en gérontologie, je voudrais être dans le Rhône parce que l'Ain, je suis à un bout du département, l'autre bout, c'est à Culose ou dans la montagne. Et j'ai pas du tout envie d'avoir à me traîner dans ces endroits-là, que je connais très mal. Est-ce que, parce que l'une de mes résidences, c'est ma résidence principale, c'est là où est mon mari, et l'autre, c'est à Lyon. Est-ce qu'ils vont aller fouiller dans ma vie pour savoir, quand je donne une adresse, si c'est ma résidence principale ou pas? Monsieur Reynaud, je vous laisse répondre sur où est désignée, dans quel département est désignée la personne qualifiée, selon là où elle réside. Bon, je ne vais pas demander à madame de choisir entre son mari et les personnes qualifiées. Et rien d'autre. Non, mais pour des raisons administratives, il faut que la personne ait son domicile, j'allais dire administratif, sur la zone d'intervention. Parce que moi, Alors, pourquoi de pas 2 domiciles tout le temps. Pardon? Quand il n'y a pas d'enquête, j'ai mon courrier à Lyon, tout ça. Pour les impôts, malheureusement, je suis dans l'Ain. Donc, c'est tout le problème. Ouais. Écoutez, on verra, parce que là, je vais pas leur dire. C'est plutôt le côté pratique, hein, simplement. C'est que si vous demandez vos frais de remboursement et puis que l'ordonnateur, enfin la personne qui va régler et qui va décider de la bonne justifiée, va vérifier l'adresse et de votre domicile pour j'allais dire, que ça soit cohérent avec votre zone d'intervention. Voilà, je peux poser la question, c'est plutôt, je ne voudrais pas que vous interveniez et puis par la suite, pour des raisons X ou Y, eh ben, que vous ne soyez pas remboursé de vos frais de mission. Voilà, que vous ne soyez pas assuré lors de vos déplacements aussi, puisque l'ARS contracte une assurance pour les personnes qualifiées. Oui, voilà. Alors on a entendu parfois un peu de manière assurée, mais vous me confirmez, Monsieur Reynaud, mais l'idée étant que vous êtes mandaté par l'ARS et que vos frais de déplacement et d'intervention sont pris en charge, et donc c'est votre adresse de résidence officielle, votre résidence principale qui est notée, donc vous devez intervenir dans ce département-là. Et ça répond à la question sur la conversation, faut-il s'assurer pour les déplacements? Non. Monsieur Reynaud? L'ARS donc a mis en place ce statut de collaborateur occasionnel. Donc, elle répond dans ce sens aux risques que la personne qualifiée peut rencontrer si elle est mandatée par l'ARS. Par contre, reste le problème quand la personne est mandatée par le préfet ou le conseil départemental. Là, je ne peux pas répondre à la place de ces autorités-là. D'où la complexité du système. Ah oui. Normalement, on devrait être bénévole on devrait être assistant bénévole. Pour les hôpitaux, les gens qui viennent pour les CDU, etc., ils sont considérés comme bénévoles et assurés par l'établissement s'ils ont un accident pendant ce temps-là. Alors là, c'est le cas pour les établissements dont la tutelle est l'ARS.
Ouais. Mais ensuite, normalement, c'est aussi le cas pour le conseil départemental et la préfecture, mais il faudra voir auprès de ces tutelles-là. Madame Bernard, allez-y, Monsieur Reynaud, si vous Non, non, voulez. mais ce que C'est je vrai veux que c'est la dire, complexité du. non, non, c'est la complexité, oui et non. C'est-à-dire, je prends toujours l'exemple du Puy-de-Dôme, qui est pour moi un modèle dans l'organisation et le fonctionnement des personnes qualifiées. Il s'est trouvé que les 3 représentants des autorités se sont rassemblés. Donc, nous, de notre côté, l'ARS, on leur a dit qu'on donnait un statut pour les personnes qualifiées. Après, le préfet et la DDCS ont fait de leur côté un travail pour offrir les mêmes garanties que l'ARS ainsi que le conseil départemental. Donc, là, j'en suis resté à ce niveau-là, mais je pense que les choses ont avancé. Voilà. Et alors, il serait souhaitable que ça se fasse par département. Donc, je m'y emploie. C'est surtout ça qui est important. Voilà. Merci. Je Madame vous Bernard, laisse la vous aviez parole. vous aviez une question? Oui, le problème se pose un petit peu de la même façon pour moi. J'habite à 1 kilomètre du Rhône. Et c'est vrai que si on va en mission de l'autre côté de l'Isère, j'aurais plus de 200, 250 kilomètres à faire, alors que oui, j'habite à 1 kilomètre du Rhône. Donc, ma question était de savoir si dans des situations comme ça, si en plus il n'y a pas ou peu de représentants dans le Rhône, il ne peut pas y avoir des exceptions pour être nommé dans le Rhône. Non, 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 il n'y a pas d'exception. Hein. C'est-à-dire que je suis désolé, mais là, on est représentant, enfin, je veux dire, on est représentant d'une autorité administrative, et puis il y a des pouvoirs régaliens. Donc, à ce titre, moi, je ne peux pas dire qu'il y a un assouplissement des règles. Ça serait tromper la personne bénévole parce que d'un autre côté, au moment où elle voudra, j'allais dire, intervenir, elle ne sera peut-être pas assurée d'avoir toutes les garanties pour opérer. Donc, il est préférable que, alors bon, l'Isère, à la rigueur, on peut organiser l'Isère par territoire, hein, sachant que l'Isère, en ce moment, ils sont en cours de désignation. Donc, on fait tout pour trouver des personnes qualifiées. Et ma foi, pour le Rhône, c'est plus complexe que ça, puisque en plus, il va y avoir les élections. Enfin, c'est un peu compliqué au point de vue organisation administrative, le Rhône, en ce qui concerne le Rhône. Bon, enfin, on fait des efforts. C'est vrai qu'on peut préciser ça. Par exemple, dans l'Allier, chaque personne qualifiée a son territoire par rapport à là où elle réside. Voilà. Donc, si vous souhaitez postuler, vous serez dans l'Isère, mais vous pouvez demander à être plutôt Nord-Isère. Ah oui, oui, oui. Moi, je m'y en... D'accord, ok. Merci. Ça, je peux appuyer votre demande sur un secteur, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Madame Comte, allez-y. Oui, moi j'avais une question sur les délais. Pour être représentant des usagers, j'avais candidaté, je crois, fin juillet et j'avais été nommée en novembre. Pour les personnes qualifiées, si on fait acte de candidature, quel est le délai pour avoir son arrêté de nomination, entre guillemets? Ça, c'est ma première question. Ça peut avoir un impact par rapport à l'activité qu'on a actuellement. Ma deuxième question, elle porte aussi sur les délais de réponse quand on est quand on est saisi d'un dossier. Je pense particulièrement à ce qui peut se passer l'été quand on est absent, pas là. Est-ce qu'il y a un délai minimum pour répondre? Je pense que ça dépend de la complexité du dossier. Voilà mes deux questions. Monsieur Reynaud, par rapport au délai de candidature et puis aussi au délai de réponse aux usagers. Alors bon, je vais répondre concrètement. Par exemple, si on prend le département, je vais revenir toujours au même, du Puy-de-Dôme, peu importe, l'arrêté a été fait en fin 2020. Donc, ça veut dire que si vous postulez sur le département du Puy-de-Dôme, eh ben, la durée de vie, entre guillemets, de l'arrêté de désignation est de 3 ans. Donc, on va renouveler les personnes qualifiées
en 2023, quoi, en fait, hein, c'est ça. Donc, il va y avoir un peu des délais d'attente pour pouvoir intégrer le dispositif. Tout dépend, après, si c'est le secteur de l'Ardèche, de l'Isère ou de la Drôme, là, on peut, conditions, vous... Mais Ma question, elle portait plus sur, ma question, elle portait plus sur les délais entre l'acte de candidature et la nomination. C'est 6 mois, c'est 8 jours, voilà. Parce que notre candidature peut être conditionnée par rapport aux activités qu'on a actuellement et qu'on n'aura peut-être plus dans quelques mois. Monsieur Reynaud, vous me dites si je me trompe, mais c'est pas dans la semaine qui suit. Non, il y c'est aura. pas dans la semaine qui suit, mais je veux dire, bon, si tout se passe bien, je veux dire, c'est sur un trimestre. Voilà. Oui, voilà, c'est sur un trimestre entre l'étude des candidatures. Oui, en temps Voilà, normal, hein, il ne faut pas oublier qu'on est quand même un peu vraiment entravé par la crise. Je vois dans chaque département, hein, c'est un peu dommageable. Mais bon, non, mais on avance quand même, voilà, malgré la crise sanitaire. Madame Tim, allez-y, vous voulez prendre la main? Oui, je voulais répondre à Madame Comte concernant la durée de traitement des dossiers. Moi, j'ai des dossiers que j'ai mis plus d'un an et demi à terminer. Pour d'autres, c'est quelques jours. Ça va relativement rapidement. Et puis, autrement, ça peut être, enfin, je veux dire, entre les deux, tout est possible. Tout dépend du dossier, en fait. Alors, pour réponse. On arrive sur la fin du webinaire. On peut avoir encore le temps d'une question, s'il reste une question. Bon, je vous enverrai. Ah, Monsieur Fontana, allez-y. Je voulais faire juste une remarque, ça a été abordé tout à fait au début, sur un petit peu ce dont on aurait besoin en matière de formation ou autre. Alors, moi, personnellement, je trouve que j'ai été plutôt à l'aise pour assumer cette fonction, compte tenu des connaissances que j'avais sur les droits des usagers en général, et pas uniquement dans le domaine social et médico-social. Alors, c'est très important d'avoir une connaissance des droits des usagers dans la loi de janvier 2002, ok, mais il y a, comment dire, notamment, je pense à la protection de l'enfance, la nécessité d'avoir une connaissance sur les droits d'accès aux documents administratifs, sur le défenseur des droits, sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Vous voyez, il y a tout un socle de base des droits du citoyen qui me paraît quelque chose d'intéressant à connaître un petit peu, en plus effectivement du droit des usagers, là cette fois-ci dans le cadre du Code de l'action sociale des familles. Voilà, mais bon, c'est une remarque personnelle, c'est tout. Très bien. Très bien, je vous remercie. Et pour le coup, je vous renverrai par mail à la fois le guide, le lien de l'ARS sur la personne qualifiée, le formulaire de candidature, et ainsi que... oui, voilà. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions ou des commentaires. J'espère que ce webinaire a permis de clarifier ce mandat de personne qualifiée et aura suscité des vocations. Et merci à tous, merci aux intervenants d'avoir pris le temps de nous présenter ce dispositif. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de soirée. Merci. Merci. Merci, au revoir. Bonsoir à tous. Bye bye. Merci bien, au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir.
Au revoir Myriam, au revoir Armel. Au revoir Marie-Catherine, merci. Bonne soirée. Merci à vous. Non, je pense que c'est bon. Oui. Non, pas encore fermeture. Faut arrêter l'enregistrement. Merci.